Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le moustique tigre et les virus dont il est porteur. Ravi de pouvoir vous accueillir, Emmanuel Bataille, directeur de l'URPS Médecins. Avec nous pour parler de ce serial piqueur, le docteur Jean-Luc Delaban. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes président de la commission prévention de l'URPS Médecins, élu donc de l'URPS Médecins. Et médecin généraliste de mon état. Merci. Également le docteur Henri-Pierre Doherman. Bonjour. Vous êtes donc président de l'URPS biologiste. À ses côtés, le docteur François Martial. Bonjour, pharmacien d'officine et vice-président de l'URPS, pharmacien Nouvelle-Aquitaine. Également à nos côtés, en dehors des URPS médecins, biologistes et pharmaciens, l'Agence régionale de santé avec le docteur Karim Tarabit. Bonjour, je suis médecin de veille sanitaire à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à vous. Et également, mais en visio, Cécile Billot du département santé-environnement de l'ARS. Bonjour. Bonjour, donc effectivement, ingénieur sanitaire au département santé-environnement à l'ARS. On va rester en visio avec le professeur Denis Malvy. Bonjour. Bonjour, médecin infectiologue au CHU de Bordeaux. Voilà, et ravi. Et tropicaliste. Ravi de pouvoir vous accueillir. Et enfin, représentant Santé publique France, le docteur Alice Erthaud. Bonjour. Donc, je suis médecin épidémiologiste à la cellule Nouvelle-Aquitaine de Santé publique France. Ravi de pouvoir vous accueillir les uns et les autres. Comme d'ordinaire dans ces webinaires, un format où on a une présentation d'une première partie pour évoquer donc le moustique tigre et ses particularités, mais aussi son expansion en Nouvelle-Aquitaine, les différentes maladies dont il est porteur, quels sont, parce que c'est surtout ça le point essentiel qui nous anime aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent en face, les éléments de diagnostic et de prise en charge qui doivent être mis en œuvre, et les actions effectivement qui sont engagées également pour en cas de découverte d'un début d'épidémie. Nous laisserons donc libre cours bien évidemment derrière à toutes vos questions et y apporter réponse. Vous avez à cette fin dans le menu questions-réponses QR de l'outil Zoom la possibilité de poser vos questions dès maintenant. Tout au fil de la conversation, on va les collationner et les prendre donc à la fin pour que les différents intervenants puissent y répondre. Et bien évidemment, tout un tas de liens utiles et de documents qui vous seront transmis à l'issue de ce webinaire. On y reviendra à la fin. Je me tourne d'abord vers vous, Cécile Billot. Le moustique tigre en Nouvelle-Aquitaine, donc il est de retour comme chaque année. Quelles sont ses caractéristiques particulières ? Alors en effet, le moustique qui nous préoccupe particulièrement depuis une petite dizaine d'années en Nouvelle-Aquitaine est le moustique tigre, qui est actif de mai à novembre chaque année, qui est une espèce assez particulière, assez différente des autres des espèces communes, on va dire, de moustiques. Alors, tout d'abord, dans ses caractéristiques, mais certainement beaucoup d'entre vous, malheureusement, le connaissent, il est particulièrement petit, il est rayé noir et blanc du corps, en fait, jusqu'aux pattes. Il est agressif et plutôt silencieux, sachant que sa particularité aussi, c'est qu'il vit le jour, donc il pique en journée, contrairement aux moustiques communs. Il se déplace en fait au cours de sa vie dans un rayon maximal de 150 mètres. Alors cette notion elle est assez importante pour comprendre ensuite les moyens de lutte qu'on évoquera rapidement en fin de webinaire. Et c'est vraiment un moustique urbain, donc il vit en ville ou en zone périurbaine. Il est attaché à l'homme et en fait il se reproduit dans les petits récipients laissés par l'homme. C'est pas un moustique de fossés, de marais, d'espaces naturels, contrairement aux moustiques communs. C'est vraiment un moustique de récipients. Et malheureusement, ce moustique, au-delà de la nuisance qu'il génère, il est vecteur évidemment de maladies et c'est l'objet de ce webinaire. Alors l'inquiétude porte surtout sur son extension de plus en plus forte au sein du territoire national. Tout à fait.
Donc, le moustique, en fait, il nous est arrivé d'Asie du Sud-Est. Il a, voilà, au gré des moyens de transport terrestres, maritimes, colonisé malheureusement un certain nombre de territoires à l'échelle mondiale. Pour ce qui concerne la France, il est arrivé à Menton en 2004 et depuis, en fait, voilà, il progresse sur le territoire. En Nouvelle-Aquitaine, il est arrivé dans le Lot-et-Garonne en 2012. Donc voilà, ça fait maintenant 11 ans. Et vous voyez la situation. Donc à l'heure d'aujourd'hui, à l'échelle nationale, 71 départements concernés. En Nouvelle-Aquitaine, 11. Donc seule la Creuse résiste encore, mais malheureusement probablement pour plus très longtemps. Sur notre territoire, donc ce sont 725 communes qui sont désormais considérées comme colonisées par le moustique, sachant que l'année passée, par exemple, on a eu une progression du moustique sur 106 nouvelles communes. Donc, une particularité, c'est qu'en fait, on le voit moins présent dans les territoires ruraux parce que c'est en fait très lié à la densité humaine. Plus il y a d'humains, plus il est présent. C'est pour ça que sur la carte, on voit que la Creuse semble relativement épargnée, même si, une fois de plus, le moustique s'arrête pas aux frontières du département. Voilà, ce qui n'empêche pas qu'effectivement, il est présent aussi dans les territoires ruraux, mais plus il y a une densité humaine importante, plus il est présent et il s'étend. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on l'a évoqué, il vit dans un rayon de 150 mètres, donc ça suppose que dans ce rayon-là, il ait suffisamment de personnes à piquer, en fait, tout simplement pour pouvoir se reproduire. Donc, ça explique. Et puis, c'est un moustique de récipient, vraiment, c'est-à-dire de récipients en plastique, en métal, etc., en béton, laissés par l'homme. Donc, voilà, il a aussi besoin de cette proximité humaine, en fait, et cette densité pour se reproduire. Et peut-être le chiffre aussi intéressant, c'est que je disais, ce sont 725 communes de colonisées, mais ça représente 55% de la population néo-aquitaine à l'heure d'aujourd'hui. Donc, plus de la moitié de la population. Voilà, donc on perçoit tout de suite le caractère réellement urbain du moustique tigre. Alors, Alice Erthaud, on ne parlerait pas du moustique tigre s'il n'était question que d'une piqûre. En fait, le souci, c'est tous les virus dont il est un vecteur par transmission sanguine. Vous allez nous expliquer tout ça. Voilà, donc le moustique en lui-même ne porte pas le virus, mais il peut s'infecter en piquant une personne qui, elle, est contaminée. Donc, notamment la dengue, le chikungunya et le Zika, ce qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc voilà, le principal risque, c'est qu'on a une personne qui part en voyage dans une zone où ce moustique est présent et qui va s'infecter là-bas. Et quand elle revient, elle peut à son tour être piquée par un moustique qui est présent sur le territoire et qui va à son tour devenir infectant et pouvoir contaminer une personne sur notre territoire. Donc c'est ce qu'on va différencier les cas importés, donc une personne qui revient de voyage avec la pathologie d'un cas autochtone qui, elle, sera infectée sur le territoire national. Alors, on va rester ensemble un petit moment parce qu'on va creuser ce sujet des cas autochtones parce que c'est ça aussi un peu l'inquiétude, c'est que auparavant on était vraiment sur des logiques où des personnes revenaient de voyage et pouvaient en infecter d'autres par le biais du moustique. Là, on voit que les virus s'implantent durablement. C'est ce qui a été particulièrement marquant en 2022. Donc là, vous voyez l'évolution du nombre de cas autochtones, donc des cas qui ont été infectés en France. On n'a pas retrouvé la notion de voyage à l'étranger. Donc voilà, des épisodes assez fréquents entre 2010 et 2021, mais vraiment une explosion du nombre de cas autochtones en 2022. Voilà, donc c'était la première fois. On a eu un foyer avec 35 cas. C'était la première fois en France qu'on avait un foyer avec autant de cas autochtones et que de la dengue sur le territoire. Et ce qui est intéressant aussi, donc sur la carte de France, donc plus c'est rouge, en fait, plus les cas ont été identifiés il y a longtemps. Donc, vous voyez, les premiers cas, c'était essentiellement sur le pourtour méditerranéen. Mais en 2022, donc c'est les départements qui sont en jaune plus clair, on voit que ça se rapproche dangereusement de la Nouvelle-Aquitaine. Et comme vous disiez, il n'y a pas de frontière entre les départements. Donc, si ça a touché les départements d'Occitanie, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête en Occitanie et que ça ne touche pas la Nouvelle-Aquitaine cette année ou les années à venir. Alors, sachant qu'on a une vigilance d'autant plus accrue avec les mouvements de population aussi, avec les grands événements comme la Coupe du Monde de rugby qui arrive, les Jeux Olympiques l'an prochain, qui vont certainement démultiplier encore. Vous vouliez aussi creuser un petit peu sur justement ce bilan national, sur le nombre de cas qu'on a pu recenser au-delà des cas autochtones
globalement? Voilà, donc un petit mot juste sur les cas importés. Donc, vous voyez à peine 300 cas importés qui ont pu être recensés, principalement des cas dingues comme c'est le cas là, ces dernières années. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2022, un petit peu plus de cas que l'année précédente, mais principalement des épidémies en fait 2019-2020. Et pourquoi ces pics ces années-là? C'est parce que le nombre de cas importés en France est très corrélé à ce qui se passe à l'international et notamment pour nous dans les Antilles françaises et à La Réunion. Donc, 2019-2020, en fait, la plupart des cas qui rentraient étaient avaient voyagé dans ces pays-là. Et donc, vous voyez que l'année dernière, sur les principales zones de voyage, donc un peu moins de la moitié des cas, c'était les Amériques et les Caraïbes, avec notamment la Cuba, et suivi par l'Asie, notamment l'Inde. Et on voit qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 10%, hein, c'est à peu près le poids de la population, 10% de la population d'habitants. Par rapport à territoire national, le nombre de cas est à peu près similaire. Voilà, les tendances sont les mêmes qu'au niveau de la France métropolitaine, avec une trentaine de cas rapportés l'année dernière. Bon, là, pour les principaux pays, pour la dengue, c'était Cuba et les Philippines. Et du coup, concernant notre territoire, le gros des déclarations, on va dire, c'est entre fin juillet et début septembre. Et sachant que les principaux départements qui rapportent des cas sont la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Alors vous évoquiez les Antilles, c'est vrai que les cas d'infection qu'on recense aujourd'hui dans les cas importés proviennent souvent des Antilles parce que dans les DROM, il y a quand même des foyers assez importants. Voilà, donc il y a un fort lien entre le territoire métropolitain et ce qui se passe dans les Antilles. Et justement, donc vous voyez sur le graphique à droite, dans ces territoires-là, il y a une succession de phases épidémiques et de phases interépidémiques. Et là, ce qu'on observe donc en Guadeloupe depuis octobre 2022, en Martinique un peu plus récemment, là depuis fin janvier, et on a une hausse. Alors, ils ne sont pas encore en phase épidémique, mais on a une hausse du nombre de cas. Et ce qu'on observe du coup sur le territoire métropolitain, c'est que plus de 40% des cas déclarés arrivaient de ces deux îles-là depuis début 2023. Donc, on est là juste une ou deux cartes, mais vous aurez bien sûr tout ça à disposition sur le support qu'on va vous transmettre et puis sur les liens que vous aurez à la fin. Mais effectivement, on voit sur les différentes maladies, dengue, chikungunya, que ça vient principalement donc des pays du Sud et que ça remonte progressivement en Europe en allant justement du Sud vers le Nord, comme on le voyait. Le Zika, des zones peut-être un petit peu différentes, dengue et chikungunya, comme vous le voyez, il y a aussi l'Australie, alors que le Zika n'est pas touché. Dans tous les cas, l'Amérique du Sud est un vivier assez important sur ces maladies-là, ces virus. On va continuer. Donc, vous aurez bien évidemment tous ces éléments. Juste un instant, avant de passer au professeur Malvy, docteur Martial, justement, quand on part dans ces pays, on peut avoir aussi un réflexe qu'on peut passer aux patients pour bien se renseigner, savoir quelles sont les mesures et les maladies qui sont susceptibles, qu'on est susceptible d'y trouver et comment se protéger. Tout à fait. Je crois que lorsqu'une personne part en voyage, surtout dans ces pays-là, il y a un certain nombre de mesures préventives à faire en ce qui concerne le voyage. Déjà, savoir les vaccins, est-ce qu'il y a besoin de vaccins ou non, et quelles sont les protections à prévoir. Et des sites sont spécialement étudiés et peuvent être étudiés et nous donnent des réponses comme Médecine des voyages, lesvaccins.net, qui permettent aux gens de se renseigner avant leur départ. Et je pense que la précaution est d'aller voir un professionnel de santé si on ne sait pas, pour pouvoir être renseigné vers ces sites-là. Docteur Jean-Luc Delaban, sur la partie vaccination, peut-être un petit mot. Oui, juste un point de complément. Je pense qu'il faut, dès l'amont du voyage, prévenir les gens que s'ils sont fébriles à leur retour, il faut qu'ils consultent en urgence. C'est quelque chose dont il vaut mieux les prévenir avant même le départ en voyage pour qu'ils aient cette notion au retour. C'est effectivement un réflexe important à avoir, être sensibilisé là-dessus. Avant de s'intéresser à tous les éléments de diagnostic et justement de prise en charge, un petit focus, professeur Malvy, justement sur ces maladies. Est-ce que vous pouvez nous en faire une description rapide pour évoquer justement leurs caractéristiques et les particularités de la transmission?
Les, les maladies transmises par les moustiques du genre Aedes, et ici, donc d'Aedes albopictus, le moustique tigre, sont essentiellement des viroses. Ce sont 3 viroses qui vont nous intéresser ici, la dengue, la virose chikungunya et le Zika. Elles portent le nom d'arbovirose, issu de l'anglicisme virose transmise par la piqûre ou la morsure d'un insecte vecteur. Ce qu'il faut avoir en mémoire, c'est que s'agissant de ces 3 espèces, de ces 3 modalités de phénotype clinique que l'on va découvrir ensemble et interpréter, il existe en leur sein une part qui n'est pas négligeable de patients asymptomatiques. Les patients asymptomatiques infectés par un arbovirus vont de 20% en ce qui concerne le chikungunya jusqu'à quelquefois 60% en ce qui concerne la dengue. Pour nous autres cliniciens, il y a un point important, c'est que la transmission d'un patient infecté vers un moustique comme le moustique tigre de nos territoires aquitains n'est efficiente que lorsque le patient est symptomatique et avec une symptomatologie qui est conduite par la fièvre. On parle de fièvre arbovirale et c'est par ce truchement-là que les patients vont, la plupart du temps, entrer dans des filières de soins. Sauf peut-être pour l'arbovirose Zika, et on reviendra ensemble à ce sujet dans un instant. Donc, l'ensemble de ces arboviroses ont un trépied syndromique qui est la fièvre algo-éruptive. Ça veut dire une fièvre associée à des douleurs articulaires, arthralgiques, des douleurs musculaires, les myalgies et une éruption cutanée. En sachant que entre les 3 maladies principales, la distribution des douleurs et de la part dévolue à l'exanthème, à l'éruption, est sensiblement différente. Pour faire un peu simple, on va considérer qu'il existe d'un côté un syndrome qui rend compte de manière majoritaire de la fièvre dengue, dans laquelle la fièvre est complétée d'une manière majoritaire avec l'éruption cutanée. C'est très facile d'ailleurs à repérer si un de vos patients revient avec une fièvre, des douleurs en particulier musculaires, et puis un exanthème diffus, souvent coalescent. Si vous appliquez la main sur cette éruption, eh bien, elle reste imprimée comme dans les figures rupestres des grottes préhistoriques. C'est assez caractéristique et original, et on n'a pas besoin de pratiquer le signe dit du lacet qui était historiquement dévolu pour affirmer la prégnance de cette éruption. Et puis, une des complications qui n'est pas si grave que cela, qui sont les manifestations hémorragiques, à condition qu'elles restent limitées au tégument cutané. La fièvre dengue est parmi les 3 arboviroses d'importance celle qui est la plus associée à la survenue de formes graves qui rendent compte à la fois d'un mécanisme indirect avec une fuite plasmatique associée au niveau sémiologique à une hypotension et quelquefois l'installation d'un choc de type hypovolémique. Il est rencontré chez les enfants surtout en contexte épidémique, donc dans les pays du Sud ou du Grand Est, ou d'atteinte directe du virus au niveau de différents systèmes, en particulier le système cardiovasculaire. Il est responsable de myocardite. Et puis, on trouve également associé des atteintes hépatiques directes, une hépatique qui quelquefois peut être fulminante, comme ce qu'on a rencontré il y a 3 ans en Nouvelle-Calédonie, ou encore des atteintes neurologiques, bien qu'elles sont un peu moins fréquentes que les atteintes du système musculo-squelettique et du système musculaire strié et du foie. En règle, ces maladies, si elles sont repérées assez rapidement,
doivent éviter d'avoir les situations catastrophiques qui font le fardeau de la création des filières de santé et de soins dans la Caraïbe ou en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Les fièvres que nous recevons ici en importation et celles qui ont été repérées dans un cadre autochtone restent néanmoins assorties d'une évolution relativement favorable. À gauche, on trouve le chikungunya. Alors, dans le chikungunya, la partie éruptive, elle est moins prégnante, mais alors la partie algique, avec des troubles musculo-squelettiques extrêmement invalidants, dès la phase aiguë, ferait la caractéristique de la maladie, en sachant que cette virose, dès la phase aiguë, peut démasquer une pathologie rhumatologique plus agressive, soit dans un cadre de type de pathologie réactionnelle ou de démasquage d'une maladie auto-immune avec des présentations qui, dans 5% des cas, revêtent les caractéristiques des rhumatismes indifférenciés ou des polyarthrites rhumatoïdes ou de spondylarthropathie destructrice. Le chikungunya est assorti d'une phase chronique extrêmement invalidante, d'une phase post-infectieuse qui rend compte également de la permanence d'un syndrome de douleur diffuse, de limitation invalidante au niveau musculo-squelettique et qui attire l'attention de l'ensemble de la communauté internationale car, comme pour la dengue, le chikungunya fait l'objet de recherches vaccinales pour prévenir la maladie dans les zones concernées par les épidémies et celles comme les nôtres qui pourront être affectées par une endémicisation à l'avenir de ces deux maladies. Les facteurs de risque de gravité de la dengue représentent, comme un peu attendu, les âges extrêmes, les enfants, les personnes très âgées, un groupe particulier qui est très prégnant et présent en Nouvelle-Aquitaine, qui est celui de la population des drépanocytaires majeurs, qui sont enclins, à travers les crises vaso-occlusives, les syndromes thoraciques aigus et les formes de décompensation systémique, d'avoir une maladie plus grave en termes d'affectivité et de décompensation de leur maladie chronique plus fréquente et également plus lourde en termes de jours critiques, voire de létalité. Ils sont l'objet du déploiement des expérimentations par les futurs vaccins en cours d'investigation et peut-être de déploiement dans les 2 années à venir. S'agissant de Zika, il est très embêtant quand on sait que l'OMS a considéré cette arbovirose comme une urgence de santé publique internationale et quand on voyait dans la diapositive donc juste précédente, le fait que paradoxalement, Zika est très peu fébrile, Zika crée très peu de manifestations musculo-squelettiques. En termes d'éruption cutanée, si elle existe, elle est vraiment modérée, elle est fugace, quelquefois repérée parce qu'elle est associée à une hyperémie conjonctivale et que près de 60 à 70% des cas sont considérés comme possibles ou quelquefois asymptomatiques. Le drame de Zika, c'est que de manière extrêmement insidieuse, y compris avec une forme aiguë très très peu bavarde, ce virus neurotrope peut exprimer une agressivité toute particulière chez les femmes en âge de procréation et enceintes, et avec une propension à atteindre et à infecter l'encéphale fœtal et être responsable d'anencéphalie qui ont fait la gravité de cette maladie et qui en ont fait une urgence de santé publique. Donc une originalité d'une arbovirose très peu agressive au niveau de la phase aiguë, en dehors de quelques manifestations neurologiques, de polyradiculonévrite ou quelquefois d'encéphalite, mais du risque fœtal au cours de la grossesse. Diapositive suivante. Alors on est sur un nombre de cas, on l'a vu tout à l'heure, assez limité, hein, mais avec quand même une virémie qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous exposer justement ces périodes de contagion en fonction des différents virus ? Tout à fait. Merci. C'est un enjeu majeur, c'est-à-dire pour l'heure, chez un patient symptomatique qui se présente à la consultation en médecine de premier recours avec des signes compatibles avec une arbovirose et quand même une contrainte
qui doit nous alerter en termes de délai, puisque la période d'incubation qui rend compte de la présence entre la piqûre infectante du virus et l'apparition des signes cliniques s'ils doivent survenir est relativement ramassée. Elle va de 3 jours à, on va dire, 10 jours en fonction des espèces. Et ça n'a rien à voir avec les périodes d'incubation et du risque d'alerte qui doit mobiliser, par exemple, vis-à-vis du risque palustre chez ceux qui reviennent des tropiques dans lesquels le paludisme est encore endémique. La virémie qui va être associée au risque d'infection de nos moustiques autochtones tigres, désormais installés car complètement collés à l'humain, à l'habitat humain, à la démographie humaine et à l'urbanité, elle démarre de manière, en l'occurrence insidieuse, entre 12 heures et 48 heures avant le début des signes. Là, c'est une période qui, malheureusement, en termes de prévention de l'infection de nos moustiques tigres locaux, est difficile à conjurer, puisque, par définition, aucun signe clinique n'est survenu. La virémie, elle va être de durée différente. La durée la plus importante est celle que l'on retrouve pour la dengue et pour le chikungunya, qui va jusqu'à 7 à 10 jours. Et c'est la période pendant laquelle nos moustiques locaux seront à risque d'être infectés par nos autres patients revenant de la Caraïbe avec une arbovirose. Et c'est le moment où le patient est invité à consulter rapidement et en attendant d'avoir la confirmation ou l'infirmation du résultat de l'investigation virologique, va s'isoler. Et tout ça, tout le temps, si le cas est confirmé, que la fièvre disparaisse, qui marquera, en l'occurrence, la résolution de la phase clinique et de la phase de capacité de transmission à nos moustiques. Il y a avec Zika une différence qui est inconfortable, c'est que la virémie va être de très faible durée et en particulier va disparaître de hauteur souvent relativement modeste et va disparaître très très rapidement. Et donc on est dans une situation où le diagnostic a posteriori sera posé par l'authentification d'une séroconversion. Voilà où nous en sommes sur l'application de l'outil diagnostic qui est posé sur une conjonction entre la démarche syndromique, l'interrogatoire qui rend compte, pour l'heure, tant que nous n'avons pas plus de cas autochtones, d'un séjour en zone infectante et du recours adapté à la recherche par la RT-PCR du matériel génétique circulant. Merci. Merci à vous. Une fois de plus, les questions vont certainement arriver sur cette partie-là. Merci de toute cette description clinique. Pour poser justement, on en revient une fois de plus à nos interlocuteurs, médecins généralistes, pharmaciens qui se retrouvent face aux patients. Docteur Jean-Luc Delabande, donc pour reprendre un petit peu les principaux signes cliniques du dépistage finalement, du repérage. Voilà, il y avait donc une piqûre et un certain nombre de symptômes. Oui, alors, donc, moi je vais essayer d'être très pragmatique pour mes confrères généralistes. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut suspecter une de ces maladies? La première chose, c'est déjà avoir la notion d'une piqûre de moustique. Alors, en particulier d'une piqûre par le moustique tigre, et c'est rarement une piqûre qui passe inaperçue parce qu'elle est particulièrement pruriente et la plupart du temps inflammatoire. Donc, les gens peuvent oublier une piqûre de moustique lambda, c'est rare qu'ils oublient une piqûre de moustique tigre. Donc, on a cet élément-là. Et le deuxième élément, vous allez voir, c'est un petit peu des cascades de symptômes. Donc, il faut faire attention si on a le contexte de la piqûre et un syndrome fébrile. Le professeur Malvy vous en a parlé tout à l'heure. Ce syndrome fébrile, c'est une fièvre d'apparition brutale et au moins de 38,5 degrés. Et évidemment, en l'absence de tout contexte infectieux qui peut faire évoquer autre chose.
Donc déjà, on a la puce à l'oreille si on a ça. Et si en plus de cette fièvre, eh bien, si on associe, on va reprendre un peu ce qui a été dit tout à l'heure, soit des céphalées, soit des arthralgies, soit des myalgies, soit des lombalgies, soit une douleur rétro-orbitaire, voilà. Ça peut nous faire penser à quelque chose qui tournerait autour donc de la dengue ou du chikungunya. On l'a vu pour Zika, les syndromes sont beaucoup plus frustes, en particulier la fièvre n'est pas toujours présente et en tout cas elle est moins importante et on est plus sur une éruption qui est plutôt de courte durée, mais il y a quelques petits points d'appel, hein, on en a parlé tout à l'heure, comme l'hyperémie conjonctivale et aussi, mais pas toujours et pas de manière aussi importante, les douleurs articulaires ou musculaires. Donc, dans ce contexte-là, si on a cette série de symptômes, eh bien, il faut interroger le patient et voir si il est bien de retour d'une zone où les circulations de virus, c'est pour ça qu'on vous a imposé les cartes en début de webinaire, hein, c'est-à-dire s'il est bien d'une zone où ces virus sont en circulation. Et si c'est le cas, on va le définir comme un cas suspect importé. Mais vous l'avez compris depuis ce qu'on vous explique depuis le début, autrefois c'était indispensable qu'il y ait ça, maintenant ça ne l'est plus, puisqu'on risque à une espèce d'autonomisation de ces virus sur nos territoires. Et donc, même si le patient ne vient pas d'une zone endémique, il faut quand même mettre en route les dépistages pour pouvoir éliminer, même si c'est plus rare, un cas suspect autochtone. Donc, ça, c'est quand nous, on voit le patient, mais souvent, hein, et je vais donner la parole à mon ami pharmacien, souvent les patients peuvent aller consulter directement les pharmaciens pour justement la gêne par ces boutons et puis un autre tableau associé qui représente un peu ce qu'on a dit. Oui, tout à fait, Jean-Luc. Pour repérer un petit peu les personnes qui pourraient venir, une des premières questions, effectivement, c'est de savoir s'ils sont allés dans des zones à risque, s'ils ont voyagé, et non pas, ou s'ils vont voyager, jusqu'à 7 ou 10 jours après, comme nous l'a montré le webinaire au début. Donc, il faut bien interroger les gens, les interroger également sur leur entourage et savoir quelles sont les mesures de protection qu'ils ont pu prendre. À savoir que si souvent ces mesures de protection ont été légères, à savoir que il fait chaud dans ces zones-là, les gens ne portent pas toujours des vêtements qui couvrent bien. Il faut également qu'ils aient appliqué sur la peau et pas uniquement le soir des produits anti-moustiques, qu'à l'intérieur, on a des produits avec des plaques, à mettre dans les prises, etc. Tout bêtement, se servir de moustiquaires, si on doit se reposer ou sur les lits, mais également aux portes. Dans ces zones-là, souvent, on reste à l'intérieur et on empêche, avec les moyens physiques, tout bêtement, de moustiquaires, les moustiques de rentrer. Également, une notion, c'est le vent, mettre des ventilateurs, car ces moustiques sont dérangés par un courant de vent, un courant d'air, et également, mais ça c'est pas très écolo, ce serait de brancher, si c'est possible, une climatisation, car s'il fait plus frais, les moustiques aiment moins. Tout ceci, également, s'ils pensent ou on risque suspicion de Zika, pensez aux contaminations possibles sexuelles. Donc, j'allais dire là aussi, il faut rester couvert, complètement couvert. Merci. Voilà toutes ces mesures de protection et qui sont à prolonger pendant une bonne semaine après le retour. Voilà, donc une fois de plus, préimporté, cas autochtone, quand on est repéré, quand un pharmacien ou un médecin effectivement suspecte, avoir ces mesures d'éducation du patient pour qu'il puisse lui-même ne pas contaminer autour de lui. Je reviens vers vous, docteur Jean-Luc Delaban. Donc, on a repéré avec un symptôme de clinique, on a tout de suite donc donné quelques consignes aux patients. Là, la question essentielle, c'est quels examens je prescris, sous quel délai, etc. à partir de la date d'apparition des symptômes. Voilà. Alors,
vous avez un petit tableau récapitulatif que je vais vous décrire, mais vous l'avez compris, ce tableau, il est la conséquence des chiffres des courbes de virémie que nous a exposé le professeur Malvy, hein, et donc on va se caler sur la date de début des symptômes, hein, ce qu'on a appelé sur le tableau DDS, hein, puisque la date de début des symptômes va nous dire que pendant les 4 premiers jours, eh bien, on va prescrire donc une RT-PCR sanguine pour le chikungunya, la dengue et le Zika. Hein. Donc, si on est dans les 4 premiers jours, la prescription se résume à ça. Si, en revanche, on est entre le 5e et le 7e jour depuis le début des symptômes, on represcrit les RT-PCR, plus des sérologies IgM et IgG pour les 3 maladies, chikungunya, dengue et Zika, et on précise avec un examen sérologique de contrôle au 10e jour, si nécessaire, puisque si les chiffres sont négatifs, il faudra quand même un contrôle au 10e jour pour infirmer totalement le diagnostic. Et si on est au-delà de 7 jours, c'est-à-dire à partir du 8e jour, après le début des symptômes, eh bien, on s'en tient à la sérologie IgG-IgM pour les 3 maladies et l'examen sérologique de contrôle. Donc, c'est facile. L'RT-PCR, c'est au début, de 0 à 4 jours. Entre 4 et 8 jours, c'est ceinture et bretelles, c'est-à-dire la RT-PCR plus les sérologies IgG-IgM. Et à partir du 8e jour, ce n'est plus que les sérologies. Et pour les sérologies, vous l'avez compris, systématiquement, il faut prescrire, si nécessaire, le contrôle à 10 jours. Alors, en dehors de la prescription que vous faites donc sur les ordonnances classiques, il faut, pour aider tout le monde, c'est-à-dire pour les prochaines déclarations, si c'est positif, et le biologiste pour ses interprétations, il y a à remplir une fiche de renseignement clinique. Je ne sais pas si on peut la voir à l'écran là, on la verra ultérieurement, donc on la recommandera ultérieurement. Elle va repréciser, hein, c'est important, le contexte clinique de l'apparition des symptômes. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Dr Doermann, sur la partie biologiste. Donc, le patient se rend à son laboratoire, muni de sa prescription et de la fiche de renseignement clinique. On a un exemple là de fiche de renseignement clinique, c'est celle qui a été faite par l'ARS, qui est proposée par l'ARS. Il y a des fiches de renseignement clinique qui sont aussi spécifiques des laboratoires spécialisés. Le biologiste qui va prendre en charge le patient va gérer la phase préanalytique, le prélèvement, et la phase post-analytique, rendu des résultats, déclaration si c'est positif, et transmet pour l'analyse à un laboratoire spécialisé. Les délais de réponse du laboratoire spécialisé sont en général de 3 jours. Ces délais peuvent être allongés si l'ARS ou Santé publique France demande des examens complémentaires qui seraient, dans ces cas-là, transmis au Centre national de référence. Alors ensuite, les résultats, comment on les interprète? Les cas sont confirmés, Zika, chikungunya ou dengue, si on a une RT-PCR positive, c'est-à-dire si on confirme la virémie, vraiment, ou si on a des IgM et des IgG positifs, ou bien si on a une séroconversion ou une augmentation du titre des IgG de 4 fois. Pour la dengue, le cas est également confirmé si on a une antigénémie NS1 positive. Mais en général, la recherche d'antigénémie NS1 n'est pas faite d'emblée, c'est réservé au cas où les RT-PCR ne sont pas disponibles. Alors, dans le cas où on a uniquement des IgM à la sérologie, dans ces cas-là, le cas reste suspect et on doit faire une sérologie de contrôle
10 jours après le premier prélèvement, ou en tout cas à partir de 10 jours après le premier prélèvement, pour objectiver ou pas une séroconversion IgG. Et dans ces cas-là, s'il y a une séroconversion IgG, on peut confirmer le cas. Quoi qu'il en soit, les mesures de protection doivent être maintenues jusqu'à J7 après le début des signes, et il est important d'interroger le patient sur l'entourage. Merci beaucoup. Justement, on en revient une fois de plus à ces mesures de protection qui ont pu être déjà indiquées lorsqu'on a repéré avant les examens. Quand il y a confirmation, vous vouliez revenir, docteur Delavant, sur ces mesures, une fois de plus, qui sont importantes. Voilà, enfin, je pense que tout le monde a compris l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est d'essayer d'empêcher un moustique présent chez nous à un moment où la virémie est positive et donc où le patient est contagieux dans le sens où il peut transmettre le virus au moustique, et donc d'empêcher à tout craint que le moustique pique cette personne à ce moment-là, de manière à ne pas répandre après le virus un peu partout. Donc, c'est pas uniquement quand c'est confirmé, c'est dès qu'il y a une suspicion qu'il faut prendre des mesures, on va dire, d'enfermement du patient. Hein. Donc, dès qu'on a la notion de la suspicion du cas, qu'il soit importé ou autochtone, il faut donc prendre toutes les mesures pour isoler le patient ou le suspect, on va dire, de toute piqûre de moustique. Donc, ça passe par les vêtements, mais moi qui dirige une commission prévention où je me bats sur ou contre les insecticides par rapport à leur caractère polluant, en l'occurrence, là, il faut sortir l'artillerie lourde pour empêcher, pendant la période de la virémie potentiellement positive, que le moustique approche. Donc là, il ne faut pas faire l'économie des insecticides, des moustiquaires, des vêtements larges, de la climatisation, de la ventilation au sol. C'est vraiment important. Donc, c'est les choses à retenir hein, pour nous, médecins. C'est proposer, bien entendu, le dépistage pour avoir un diagnostic avec les analyses de sang, mais aussi mettre tout en place pour isoler le patient du moustique. Tant que j'ai la parole et comme je poserai une question à laquelle je n'ai pas forcément une réponse, ce que je ne comprends pas, puisqu'on nous a dit que les 2 premiers jours, enfin il y a 2 jours qui sont, comment dirais-je, avant les symptômes où la virémie est possible, comment tout patient, pas patient, mais tout citoyen qui revient d'une zone d'endémie connue, on ne lui demande pas pendant 48 heures d'avoir ce type de truc pour voir s'il développe ou pas des symptômes, puisqu'il y a une zone d'ombre là, et il faudrait pendant ces 48 heures qu'il continue ce qu'il faisait là-bas, c'est-à-dire à s'asperger d'insecticides et à se protéger, au moins pendant les mois où le moustique est actif chez nous, de manière à éviter ça. Voilà, j'aimerais tout à l'heure que les spécialistes me répondent pourquoi on ne fait pas ça. On garde la question et on l'aborde juste après. Merci donc pour ces précisions et insister sur ces mesures de protection une fois de plus au-delà de l'examen clinique et biologique. C'était vraiment important d'insister en disant aussi que là il faut mettre l'artillerie lourde, même si ne démultiplions pas chez tout le monde tous ces produits qui sont effectivement pas géniaux d'un point de vue écologique et pour la peau. Et voilà, c'est-à-dire que chaque règle, vous savez, a ses exceptions. Hein, donc, ça fait partie de l'exception aux bonnes règles. Hein. Alors, ARS reviendra peut-être dessus. Voilà, comment dirais-je, le moustique, la manière, le mode de vie du moustique fait qu'il n'est pas, on ne peut pas le détruire avec des campagnes de démoustication géantes comme il peut y avoir sur les moustiques qui vivent dans des grandes étendues ou qui se reproduisent dans des grandes étendues d'eau. Hein. Le côté qui a bien été démontré de petites niches fait que c'est le travail de chacun pour essayer de s'en défaire. Et donc, il n'est pas question d'utiliser des insecticides larga à main nue tant qu'on n'est pas sûr que le moustique est porteur du virus. Mais c'est tout le contraire quand on en a la certitude ou en tout cas une suspicion profonde. Merci beaucoup. Je me tourne vers Karim Taharbi de l'Agence régionale de santé, justement, que citait Dr Delavant.
On a parlé des examens, de ces mesures de protection. Il y a cette logique de déclaration. Il faut aussi qu'on insiste un petit peu dessus parce qu'elle est très importante sur des actions qui vont pouvoir être engagées derrière par l'agence. Effectivement. Donc, les trois pathologies dont on échange aujourd'hui, dengue, Zika et chikungunya, sont des maladies à déclaration obligatoire donc aux autorités sanitaires, puisque vont en découler effectivement des mesures d'investigation et des mesures de gestion autour des cas. Donc, pour ce faire, chaque maladie a un CERFA, donc une feuille de déclaration normée, donc qui doit comporter certaines informations concernant le patient, sa symptomatologie et les résultats des investigations diagnostiques, les résultats biologiques. Et donc, cette fiche complétée est adressée à l'ARS et vous avez différents moyens de nous l'adresser, par mail, par fax. Vous pouvez également contacter l'agence par téléphone au point focal régional. Il y a d'astreinte en soirée, en nuit et le week-end. Il y a toujours un médecin qui peut éventuellement répondre à vos questions, même si derrière, il y a la mise en œuvre des mesures de gestion ne se fait pas forcément sur les temps d'astreinte. Donc voilà, pour cette fiche que vous pourrez retrouver, vous aurez les liens et vous pouvez la trouver sur le site de l'ARS. Je me permets juste de préciser, donc cette fiche qui est alimentée, une fois de plus, on est sur des cas rares, on les a vus en début de séance, mais qui sont assez fondamentaux pour éviter justement une transmission, donc alimentée par le médecin vers le biologiste lorsqu'il fait sa prescription. Et l'arrêt qu'on a posé en Nouvelle-Aquitaine, c'est le biologiste qui, à la lecture des résultats, s'ils sont positifs, va pouvoir derrière les transmettre à l'agence. C'est ce processus qu'on a défini pour qu'il soit le plus clair, simple possible pour tous les acteurs. Oui, donc effectivement, un envoi par le biologiste qui a les résultats. Ce qu'on demande, c'est quand même que le médecin puisse s'assurer que cette déclaration est faite et que l'information est faite au patient également de son résultat positif. Parce qu'après, c'est important pour nous, quand on fait l'enquête, de ne pas avoir à faire d'annonce diagnostique. Ça peut arriver parce que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir les DO et commencer les enquêtes et que le patient n'ait pas encore été revu. Et c'est vrai que l'annonce diagnostique, même si probablement il s'en doute puisqu'il a eu les demandes biologiques mais voilà, c'est toujours une étape préalable qui est importante pour nous. Et donc, en termes d'enquête, ça se passe comment? Donc, c'est ce qu'on voit là dans... Alors, je voulais juste compléter sur la DO. Tous les cas importés toute l'année sont à déclarer. Et il y a une période de surveillance renforcée pendant la période d'activité du moustique, du 1er mai au 30 novembre, pendant laquelle donc, on fait les enquêtes à partir des DO, mais également aussi à partir de l'analyse de la base qui s'appelle 3 laboratoires, des résultats biologiques réalisés sur les laboratoires et le laboratoire privé et le CNR, donc qui permettent de récupérer, de rattraper des cas qui n'ont pas été déclarés. Donc c'est pour ça qu'on peut insister quand même sur la déclaration, parce qu'il y a quand même un certain nombre de cas dont on n'a pas les déclarations obligatoires. Donc effectivement, une fois que nous recevons cette déclaration à l'agence, il y a une enquête qui est faite, une investigation clinique épidémiologique auprès du biologiste et du médecin concernant son patient, éventuellement un lien avec le patient si on a besoin d'informations complémentaires. Et une fois qu'on valide le cas en termes de clinique de biologie et qu'on peut le valider en tant que cas importé ou éventuellement cas autochtone, il y a une enquête entomologique qui est réalisée avec un interrogatoire du patient sur tous les lieux qu'il a fréquentés et une enquête pour étudier la présence de moustiques tigres, donc qui est faite par un opérateur mandaté par l'agence, donc qui permet de repérer s'il y a du moustique tigre adulte et s'il y a une présence de moustique tigre adulte et que le patient était virémique sur un de ces lieux fréquentés, le déclenchement d'une opération de lutte antivectorielle. Donc vous avez des illustrations ici qui peuvent se faire soit à pied par les opérateurs, soit à partir d'un camion. Donc ces opérations qui se font de nuit avec une vaporisation de produits adulticides, voilà, qui passent dans les rues, éventuellement qui peuvent passer dans les jardins et qui peuvent aussi agir sur des gîtes larvaires s'il y en a qui sont repérés.
Merci beaucoup. Pour rappel, les missions de l'agence là-dessus sont de surveiller justement l'implantation des moustiques, organiser des actions de sensibilisation, réceptionner ces déclarations obligatoires dont vous parliez, et puis si besoin, avec le préfet, assurer la préparation et la réponse aux épidémies. Donc, dans le cadre de toutes ces actions, sachant que et on finira avec Cécile Billot. Comme ça a été évoqué, l'éradication du moustique tigre, elle est impossible, beaucoup plus difficile en tout cas de par ces zones d'implantation. Donc il n'y a pas de solution miracle, mais voilà, un certain nombre de mesures, de réflexes à avoir. Vous nous commentez un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, bon, je crois que ça a bien été décrit, mais voilà, on ne peut pas espérer malheureusement éradiquer le moustique. Ces œufs sont extrêmement résistants en fait dans l'environnement. Ils ont une capacité de diapause pendant la saison hivernale, etc. Traités avec des produits insecticides, donc adulticides de façon large sur le territoire et répétée, et évidemment pas la solution, d'une part pour les questions d'exposition des populations à ces substances, mais aussi sur des enjeux de résistance à ces insecticides et qui nous couperaient la possibilité d'agir en cas d'épidémie. Et donc, très concrètement, voilà, le seul geste efficace et durable, c'est d'agir sur les lieux de ponte, les gîtes, ce qu'on appelle en fait les gîtes larvaires. Les solutions autour des pièges à moustiques qui existent dans le commerce, malheureusement, dont l'efficacité malheureusement est clairement pas suffisante. Pour pouvoir espérer en fait limiter la prolifération des moustiques. Et dans tous les cas, voilà, c'est vraiment là, on parle de mobilisation sociale pour permettre à tout un chacun dans son espace, alors pour les collectivités sur l'espace public, pour les particuliers dans l'espace privé, pour les établissements de santé autour effectivement des bâtiments de leur site. Voilà, l'enjeu, il est vraiment pour aller cibler ces récipients et ces réceptacles potentiels en béton, en plastique, en métallique, etc., qui peuvent héberger des toutes petites quantités d'eau à l'occasion des pluies. Donc, il y a vraiment des campagnes de communication qu'on pousse et qu'on renforce chaque année pour faire passer ces messages, sachant que voilà, là, vous voyez la checklist anti-moustique tigre qui est diffusée, qui est aussi disponible clairement pour les professionnels de santé à relayer effectivement dans les espaces, notamment de circulation des patients. Et sachant que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, le moustique vit dans un rayon de 150 mètres. Donc, le moustique qu'on voit, qui malheureusement nous pique, c'est vraiment un moustique qui est né chez soi ou chez son voisin. Donc, le message principal, c'est voilà, couper l'eau moustique en passant une fois par semaine, en vidant en fait les récipients voilà, qu'on ne peut pas éliminer, en nettoyant les gouttières, en couvrant les réservoirs d'eau pluviale, notamment en mettant du sable dans les coupelles d'eau pour que voilà, l'eau soit disponible pour la plante, mais pas pour la femelle moustique pour aller pondre. Ce sont vraiment tous ces petits gestes qui permettent vraiment significativement de réduire la nuisance et surtout le risque pour la santé. Donc, on est vraiment dans cette sensibilisation parce que le moindre petit contenant, effectivement, d'eau, on en met dans nos pots de fleurs, on en laisse dans les gouttières, effectivement, qu'on voit pas forcément, quoi. Je veux dire, ils sont relativement parfois insoupçonnés. Donc, c'est une sensibilisation, effectivement, qu'on doit tous avoir. N'hésitez pas, une fois de plus, à récupérer pour imprimer ces affiches pour vos officines, vos cabinets, le plus largement possible. Bon, l'intérêt, c'est que le moustique est un animal que personne n'aime, mais c'est pas pour autant que, effectivement, on fait attention à tout ça. Voilà, on arrive au terme de cette présentation, un petit peu plus longue que prévu, mais il y avait beaucoup de choses à faire. On va essayer de rester dans le timing. Le professeur Malvy avait pas mal levé la main depuis un petit moment. Je crois que on va lui redonner la parole et puis on prend les questions qui se sont posées au fil de l'eau. Merci beaucoup. Je vais être très court. C'était juste en tant que clinicien de rappeler ou de compléter quelques éléments d'information s'agissant des outils diagnostiques virologiques pour Zika, qui est une maladie insidieuse à tout point de vue. On peut avoir recours à la recherche de la virurie, c'est-à-dire la recherche de matériel génétique présent dans les urines, qui est beaucoup plus longue, jusqu'à 11 ou 12 jours après le début des symptômes, ce qui est quand même
lorsqu'ils sont présents, est quand même beaucoup plus confortable que la seule recherche de la virémie, donc par RT-PCR circulante. Le deuxième point, c'est que moi, en termes d'examen biologique, d'orientation, mais que d'évaluation d'une indication vers une prise en charge, s'agissant de maladies ambulatoires, vers une hospitalisation, l'intérêt d'examens extrêmement simples, comme la prescription d'une numération formule sanguine et plaquettaire, avec une thrombopénie qui est orientante et quelquefois informante sur la sévérité, qui est partagée avec d'autres en médecine de voyage, d'autres maladies comme le paludisme ou encore la leptospirose, mais qui est un élément quand même qui peut accompagner le praticien dans sa démarche de prise en charge du patient suspect et en cours de confirmation. La numération formule sanguine nous indique s'il existe une éosinophilie qui est évidemment excluante à l'endroit des arboviroses, mais qui peut signer par exemple une fièvre d'invasion larvaire qui peut être gravissime chez le voyageur. Et puis la numération formule sanguine, une fois de plus, nous renseigne sur la hauteur de l'hématocrite qui, chez une personne développant une dengue, peut contribuer à indiquer l'installation d'un certain nombre de fluides plasmatiques et donc d'une dengue grave qui signerait l'indication de l'hospitalisation. Et enfin, s'agissant évidemment des mesures de protection, il n'y a pas de problème avec les répulsifs, hein, donc les répellents. Par contre, les pyréthrinoïdes, évidemment, doivent être réglés de manière extrêmement circonstanciée et limitante. Pour rappel, dans la Caraïbe, 80% de résistance. Mais en médecine humaine, nous sommes là surtout pour accompagner nos patients avec l'usage des répulsifs. Et le dernier point, c'est qu'il ne faut quand même pas omettre l'hypothèse de diagnostic alternatif. J'ai quelques souvenirs personnels dans ma patientèle d'un patient qui rentrait de la Caraïbe avec, in fine, une primo-infection par la fièvre dengue, mais qui était surtout accompagnée par une primo-infection par le VIH. Même présentation au niveau de la fièvre éruptive, ou encore d'un patient qui rentrait de Thaïlande et qui rentrait d'une période et d'une zone épidémique pour la dengue et qui en fait avait une syphilis secondaire. Donc tout cela ne nous empêche pas de poser quelques questions et d'émettre la considération et on l'espère l'exclusion de diagnostics alternatifs d'importance. Merci. Merci beaucoup. Docteur De Herman, vous vouliez intervenir. Juste une remarque, parce qu'il y a peut-être du monde qui nous écoute, mais pour ce qui est de la virurie de Zika, donc effectivement, c'est intéressant parce que elle est plus longue, la virurie est plus longue que la virémie pour Zika. Le seul problème, et c'est un problème malheureusement financier, c'est que la sécurité sociale ne rembourse pas quand on prescrit en même temps une RT-PCR pour Zika ou pour les 3 viroses d'ailleurs, et une RT-PCR dans l'urine. Voilà. Je prends une question là qui est arrivée, plusieurs questions qui sont arrivées, qui sont, je veux dire, qui se rejoignent sur les produits à utiliser, les consignes. Déjà, est-ce qu'on aurait un larvicide à conseiller ? On n'a pas évoqué ça. Est-ce que ça existe ? Est-ce que l'un d'entre vous saurait se prononcer ? Cécile, peut-être Oui. Oui, alors effectivement, il existe des produits larvicides, des biolarvicides, d'ailleurs, tels que le BTI, qui sont, voilà, mais on va dire un peu davantage à la main des collectivités parce que voilà, ils nécessitent dans leur emploi, dans leur utilisation, une procédure. Des conditions d'utilisation un petit peu particulières. Par contre, pour tout un chacun aussi dans les jardins, ce qu'on est amené à conseiller, c'est tout simplement de glisser en fait dans les récipients qu'on ne peut pas supprimer ou dans les avaloirs, par exemple, d'eau pluviale, une goutte tout simplement d'huile végétale normale, voilà, qui permet en fait de faire un film à la surface de l'eau et donc de tuer ainsi les larves qui ne peuvent plus respirer à l'intérieur. Donc en renouvelant par une petite goutte d'huile végétale, ça peut être une solution pour les particuliers par exemple. Ou alors effectivement, voilà, passer sur des produits biolarvicides.
Merci. Donc, question un peu corollaire qui nous est reposée. Pourquoi ne pas traiter systématiquement? Je crois qu'on l'a quand même abordé, quoi. Je veux dire, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas vraiment possible. C'est pas vraiment possible parce qu'en fait, ces traitements ne permettent de tuer que les moustiques adultes. Donc, ça veut dire qu'il faudrait les répéter toutes les semaines et sur toute l'étendue des territoires concernés. On voit, voilà, ça, évidemment, sur la balance bénéfice-risque en termes d'exposition des populations, ce serait évidemment pas la solution. J'évoquais surtout aussi le sujet de la résistance à ces produits qui ferait que si on était concerné par une épidémie un jour, bah, du coup, voilà, ces produits seraient plus efficaces pour traiter les lieux fréquentés par les cas humains qui sont donc le seul cadre d'utilisation de ces produits qui est utilisé et qui est voilà, sur décision de l'ARS. Merci beaucoup. Autre question, mais qui rejoint peut-être celle du docteur Delabant tout à l'heure, demander aux compagnies aériennes de conseiller de garder une protection anti-moustique 48 heures au retour d'un voyage de pays touché par ces épidémies. Est-ce que côté RS, il y a des dialogues, il y a des possibilités pour que le message passe un peu plus, et puis peut-être du coup reprendre aussi la question du docteur Delabant tout à l'heure? Je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite se positionner. Il y a effectivement un travail d'information et d'éducation des voyageurs à faire. Ça fait partie des choses à améliorer dans la communication. Donc que ce soit auprès des aéroports, des voyagistes ou des compagnies aériennes, effectivement, qui sont des bons vecteurs ou des bons lieux d'information auprès des voyageurs. Mais c'est effectivement un point d'amélioration. On va peut-être déjà contacter aussi le site de la médecine des voyages, dont on parlait tout à l'heure, avec une fois de plus un site de référence vraiment d'une très très grande qualité, pour insister peut-être aussi dans cette pédagogie. Elle est importante. On arrive au terme de notre heure de rendez-vous. Nous allons bien évidemment, comme d'habitude, vous transmettre par mail à tous ceux qui ont participé le support de cette présentation, de ce webinaire, avec tous les liens, vous voyez, qui s'affichent, qui peuvent être utiles. Je vous rappelle que vous retrouverez bien évidemment ce support et notamment le petit tableau synthétique sur lequel on s'est un petit peu interrogé en préparant ce webinaire pour être le plus clair possible sur les examens biologiques à prescrire en fonction de la date d'apparition des symptômes et du délai, opérations de contrôle, etc., parce que tout n'est pas forcément très clair dans la littérature. Donc là, vous avez un éclaircissement qui fait l'unanimité, voilà, pour une fois de plus, si vous vous retrouvez dans ces cas de figure. Donc tout ça disponible sur le site de l'URPS Médecins, sur le site de l'ARS, ARS, où vous avez aussi un numéro d'appel pour pouvoir avoir toutes les précisions nécessaires dans les cas pour toutes les questions que vous vous poseriez, ou si vous vous présentez si un patient se présentait avec ces symptômes-là. Voilà, merci infiniment vous retrouverez évidemment le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à le faire passer. Une fois de plus, le sujet peut paraître anodin comme ça, mais on voit que les impacts sont assez importants. Voilà, avec ces éléments très concrets pour votre pratique du quotidien. À très bientôt. Merci.